Bonjour à tous, vous regardez Click and Chill, aujourd'hui on reçoit Chili. Comment ça va? Ça va et toi? Tranquillement, ça va. Fort. La dernière fois qu'on t'avait reçu, c'était il y a plus de 2 ans pour ton premier album, Ouais. 5e chambre. Ouais, exactement. On le rappelle, il y avait des feats avec Koba, Hamza et Naza. Ouais, ouais. Et quand on t'a demandé ce qu'on pouvait te souhaiter, tu disais le double de tes vues. À l'époque, San Pellegrino, il avait 35 millions à peu près. Et aujourd'hui, il est à presque 70. Ouais. Le cacher la guerre, toi tout y est. Le cacher la guerre, toi tout y est. Je reprends tout ce qui m'envie. Je reprends tout ce qui m'envie. Fourré dans tous les bourbillas. Je fourré dans tous les bourbillas. Fondé dans ma cité, je suis qui est. Fondé dans ma cité, je suis qui est. Le cacher la guerre, toi tout y est. Le cacher la guerre, toi tout y est. Je reprends tout ce qui m'envie. Moi je reprends tout ce qui m'envie. Fourré dans tous les bourbillas. Fourré dans tous les bourbillas. Fondé dans ma cité, je suis qui est. Ça fait quoi de se dire que les gens ils l'écoutent encore aujourd'hui? Ah, c'est gratifiant, tu sais, c'est flatteur surtout. Et franchement, je suis dépassé par les émotions, même carrément. Je sais même pas quoi te dire, c'est sensationnel. Comme on dit chez nous, c'est très mystique, j'ai envie de te dire. Comme la 5e chambre. Hein. T'as capté? Et j'aimerais qu'on écoute un morceau que j'ai pas mal entendu ressortir. Et surtout quand on demandait l'avis des gens sur l'album, c'est Chili Sauce. Chili Sauce? Mon doigt à la détente, chérie détends-toi. Je suis à la bonne entrée, au bon endroit. Plastifié, je partirai sans laisser de traces. Je partirai sans laisser de traces. J'ai pas ton time, j'suis pas ton baby. Devant mon bloc, affiliation de gang. J'suis dans la benzière, j'avais rien. Nigga, je viens de loin, 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 loin. Mes diamants dansent, ça. J'vis, je meurs, nord, ça. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette collaboration? Cette collab avec Hamza, c'est un peu... Comment dirais-je? Bon, j'ai un de mes frères qui écoute beaucoup Hamza, tu vois. Donc c'est un peu un point culminant de ma carrière. C'était pour montrer... j'ai choisi Hamza, c'était purement affectif, tu vois. C'est dans le sens où que je voulais vraiment montrer une certaine évolution dans ma carrière, tu vois. C'est-à-dire que je l'écoutais il y a pas très longtemps dans ma chambre, et à juste 6 mois plus tard, je fais un feat avec, tu vois. Et c'était plus par rapport à mon frère que je l'ai fait. Et au final, c'était une collab très riche parce que j'en ai appris beaucoup sur sa musicalité, sur sa façon de bosser. Et c'était une collab qui me permettait de faire un peu ce que je dis chez moi, un peu de l'autodérision par rapport au rapport qu'on peut avoir la nuit, tu vois. De les raconter d'une manière un peu plus subtile, tu vois. Et comment il a réagi ton frère la première fois qu'il a entendu le son? Bah, mon frère, la première fois, déjà quand il savait que j'étais en collab avec, il a kiffé. Et quand il a entendu le son, on laisse tomber, tu vois. Il le remettait à chaque fois. Et non, il a été content, tu vois. Il était vraiment content que je fasse le feat avec Hamza. Est-ce que tu penses que c'est genre son morceau préféré de toi? Que c'est son morceau préféré de moi, non, je pense pas. Mais que c'est l'un de ses morceaux phares de moi, ouais. Et du coup, après ça, on a eu le droit à une réédition quelques mois plus tard. Ouais. Et au final, qu'est-ce que tu fais comme bilan de ce premier album? Qu'est-ce que je fais du bilan de ce premier album? Bah, ce premier album, 5e chambre, on va dire que... T'as vu, moi, j'ai jamais eu de diplôme, j'ai jamais rien gagné dans la vie. Ça veut dire que c'est... Quand je le vois, c'est ma seule fierté, tu vois. Quand je vois tout ce que ça a amené et tout ce que ça a engrangé derrière, je me dis que... Putain, je réalise même pas, en vrai. Ça veut dire, en vrai, moi-même, je suis encore dans la position de me demander qu'est-ce que... Quand je le regarde, je me dis, est-ce que c'est vraiment moi qui a mis ça sur les plateformes, qui a fait tous ces sons, qui a fait tout ça en si peu de temps? Et Dieu seul sait, et moi-même connais les conditions dans lesquelles on a dû enregistrer cet album. Donc ouais, c'est beaucoup de fierté que je ressens pour cet album, en tout cas. Et du coup, malheureusement, juste après la sortie, donc 1 mois plus tard, il y a eu la pandémie, etc. Dans quelle mesure ça a un peu impacté la manière de défendre le projet? Ça a impacté la manière de défendre le projet du fait qu'on était... une grande majeure partie du peuple, on n'était plus concentré du tout sur ce qui se passait, sur ce qui était commercial ou quoi, musique ou autre. Hein. On était plus concentré sur le fait qu'il y avait une pandémie et tout. Bah, ça veut dire que je ne peux pas le défendre déjà au niveau des festivals, concerts, dates de concerts annulées, dates de showcase annulées. Ça veut dire que tu ne peux pas défendre ton projet en vrai. Et en plus, comme c'était la première vague et qu'on ne savait pas comment... On appréhendait un peu comment les choses allaient arriver. C'était vraiment la vague de la destruction. Ça veut dire qu'on pouvait en aucun cas défendre cet album. Donc je l'ai défendu tant bien que mal, mais je l'ai pas défendu comme je l'aurais aimé le défendre, tu vois.
Donc malheureusement, il n'y a pas eu de concert de possible. Ouais. Mais je crois que tu t'étais rendu en Côte d'Ivoire pour donner un concert. Ouais. Et à ce moment-là, tu as pu rendre hommage à DJ Arafat. J'ai 2 questions. Déjà, il est comment le public là-bas? Bah, la ferveur en Afrique, elle est différente que celle de France parce que la ferveur en Afrique, le public en Afrique, il est vrai, tu vois. Peu importe où tu vas en Afrique, que ce soit en Côte d'Ivoire ou autre, en Afrique, tu as des gens qui aiment sincèrement ce que tu fais et qui sont pas honte de le revendiquer, tu vois. Tandis qu'en France, on est un peu plus dans la réserve, tu vois, quand on voit les gens, tu as un peu plus des gens qui sont dans le comportement, dans la retenue. Mais là-bas, c'est une ferveur vraiment... tu sais, des fois, tu peux avoir l'impression que c'est agressif. Mais en fait, c'est rien de tout ça. C'est juste que c'est leur manière de montrer leur émotion. C'est ce que je veux dire. Et ma deuxième question, du coup, c'est à quel point la musique de DJ Arafat, elle est importante pour toi? À quel point elle est importante pour moi? Elle est importante du fait que c'est un des précurseurs, je pense, du coupé-décalé, tu vois. C'est-à-dire, après Douk Saga, c'est lui qui a repris le truc. Donc pour moi, c'est un des précurseurs de ce mouvement qu'on appelle le coupé-décalé. Et c'est un monument africain aujourd'hui, que tu le veuilles ou non. DJ Arafat, c'est un monument africain de par son charisme en tant qu'homme. Et, excuse-moi, et tout ce qu'il a amené musicalement en Côte d'Ivoire, surtout dans son pays. Donc c'est un grand, pour nous, c'est un grand. Et en plus de ça, bien évidemment, dans ta musique à toi, on retrouve... des influences de la rumba congolaise, que ce soit dans les instrus ou les voix que tu peux prendre. Tu cites King Kester, Papa Wemba, Kofi ou Erason. À choisir, tu ferais un feat avec lequel? King Kester. Sans hésiter? Sans hésiter. Pourquoi? Parce que c'est... King Kester, en vrai, c'est affectif, parce que c'est les premières musiques que j'ai entendues de ma vie, tu vois. C'est les premiers souvenirs que j'ai de ma vie en écoutant de la musique, c'est King Kester. Mon père, il m'emmenait souvent avec lui, parce que moi j'allais pas à la crèche quand j'étais petit. C'est-à-dire que mon père, il m'emmenait souvent avec lui au travail, et on écoutait du King Kester, comme ça, toute la journée. Donc c'est mes premiers souvenirs musicaux. Tu as déjà parlé à plusieurs reprises d'Atalakou. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est? Un animateur, Atalakou animateur, c'est le même principe. En fait, un Atalakou ou un animateur, c'est quelqu'un qui va représenter des situations en chantant, t'as capté? Et ces situations-là, il va les représenter en chantant, mais il va les chanter et ce qu'il chante, il faut que ça ambiance le public, tu vois. C'est en général les premières musiques des albums des albums d'artistes congolais, tu vois. On appelle ça des animateurs. Ce qui était très mal vu à l'époque parce que à l'époque, déjà qu'un musicien, déjà c'était mal vu. Musicien, le mouvement il a évolué, mais Atalakou c'était mal vu parce que animateur c'est vraiment quelqu'un, on va dire un peu de débauchard, tu vois, un peu fou, un peu débauchard. Donc quand t'es, je vais te donner un exemple, quand t'es une fille issue de bonne famille et que t'as une relation avec un animateur, généralement tes parents ils sont pas d'accord, tu vois. Et même en France ici, parler d'animation avec tes parents ou quoi, c'était vraiment, ils vont me dire qu'est-ce que tu racontes, tu vois, parce que c'est vraiment quelque chose de mal vu, tu vois. Et moi, mon souhait, ça a toujours été justement d'amener cette animation au plus haut, tu vois. Parce que moi, je savais que pour moi, c'est si ce n'est la musique la plus riche du monde, parce que pour être animateur, il faut un certain timbre de voix. Il suffit pas de chanter bien, il suffit pas d'être beau gosse, il suffit pas de trucs. En vrai, c'est un ressenti, c'est vraiment la musique du ressenti. On s'en fout que tu sois dans la bonne note ou pas. On s'en fout pas, mais malgré ça, faut que tu aies un certain ressenti. Sinon, tu fais pas ressentir ce que tu veux dire au public qui est en face de toi, tu vois. Et c'est pour ça que je voulais emmener cette musique au plus haut. Je me suis demandé comment je vais faire, tu vois. Je me suis toujours dit ça, mais sans pour autant me dire que je vais l'inclure dans mon rap, tu vois. Je peux dire qu'aujourd'hui, je suis comme un précurseur de ce mouvement d'animation, tu vois, qui a amené pas au Congo ou autre, plus dans le monde, tu vois. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je pense que la musique que moi je fais, elle a ouvert beaucoup de portes, comme beaucoup ont fait avant moi, tu vois. Mais je pense que la musique que je fais, elle a ouvert beaucoup de portes. Et juste pour ça, tu vois, c'est des points sur lesquels je suis assez fier de moi, je te mens pas. Tu vois. Et justement, tu dis, on retrouve un peu de ça dans ta musique, ouais, dans la manière de chanter, etc. Et moi, je voulais savoir, c'est quoi la chanson que tu préfères chanter? La chanson que je préfère chanter, c'est-à-dire? En général, genre dans la vie de tous les jours. Dans la vie de tous les jours, la chanson que je préfère chanter, là tout de suite, franchement, je te dirais pas, mais il y a une musique en ce moment, c'est un frère à moi, du Bled, il s'appelle ML, elle s'appelle I Love You, la musique, et je suis à fond dedans en ce moment, je l'écoute à fond, je l'écoute de partout. C'est de l'animation représentée un peu dans, comment dirais-je,
Je sais même pas c'est quelle musique. C'est plus de la salsa, voilà, l'animation faite sur de la salsa. Le son, il s'appelle I Love You et ouais, je l'écoute fort en ce moment. Donc tu écoutes plein d'autres choses. Et je crois qu'au lycée, par exemple, il y a un son que tu aimais bien. Ouais. On écoute ça tout de suite. Baby, je t'attends. Non, suis le son de ma voix, rentre dans la chambre. Non, on fera rien de bien méchant. On va juste fumer, teaser, baiser. Fumer, teaser, baiser. Fumer, teaser, baiser. Fumer, teaser, baiser. Qu'est-ce que t'attends? Non, suis le son de ma voix, rentre dans la chambre. Non, on fera rien de bien méchant. On va juste fumer, teaser, baiser. Fumer, teaser, baiser. Fumer, teaser, baiser. Rentre dans la chambre, on va fumer, teaser, baiser. La MZ, ça représente quoi pour toi? Bah, la MZ, moi, de base, c'était pas trop mon style musical. Mais je suis arrivé au lycée justement en pleine ouverture musicale et j'ai écouté ce son qui m'a attiré vers d'autres sons d'eux. Et ouais, pour moi, la MZ, ça représente... la MZ, ça a joué un rôle dans ma musique à moi, du sens que je me suis trouvé, tu vois, grâce un peu à ce mouvement, tu vois, parce que la MZ, ça représentait un peu une vie, ce qui est sexe, drogue, alcool, et tu vois. Et étant adolescent, on va dire que c'est un peu le mode de vie que je menais, donc je me suis trouvé, j'avais l'impression que de voir ces mecs-là sans les connaître, parce que je les connaissais pas encore à cette époque-là, et je me disais, putain, je me ressentais vraiment dans leur mood. Pas forcément dans toutes les paroles, mais dans leur délire, tu vois. Donc ça a joué un gros rôle dans ça, et ça a fait que par la suite aussi, il y a un de mes surnoms qui fait Jeune Pimp, qui sort un peu de toute cette musique et de toute cette musicalité et de tout ce rapport qu'ils avaient par rapport au sujet que je viens de t'énoncer là, juste avant. Et donc l'année dernière, tu as fait un feat avec HP. Ouais. Ça fait quoi de bosser avec des gens que tu écoutais avant? C'est plus personnel, c'est toujours une fierté personnelle, tu vois. Tu te dis que ces mecs, je les regardais, je les voyais en Rollstar, tu vois. Il y a quelques années, aujourd'hui, je suis avec eux, on bosse, on fait du son. Et t'as vu, même limite, des fois, en au studio, ils me demandent mon avis, je lui demande le sien, donc je suis vraiment dans ma progression, tu vois. Et on a souvent des sons qui nous rappellent des périodes comme ça. Toi, au lycée, t'écoutais quoi d'autre? J'écoutais beaucoup Jul, il y avait un son de lui qui s'appelle le son de la gratte. Mister You aussi, il y avait un son qui s'appelait Micmac. J'écoutais beaucoup ces sons-là, puis après je te dis des sons précis parce que c'est vraiment des sons qui m'ont marqué au lycée. Et j'écoutais quoi encore? J'écoutais quoi? Que je te dise pas de conneries, j'écoutais beaucoup d'SCH au lycée. Parce qu'à ce moment-là, ils venaient vraiment de, tu vois. C'était l'époque d'A7 ou un peu après? Un peu après. C'est vraiment, il y avait A7. Dans le délire, je suis pas trop A7, hein. Moi, dans le délire, je suis plus le deuxième. C'était quoi le deuxième? Anarchie. Anarchie. Je suis plus anarchie que A7, tu vois ce que je veux dire? Mais après, ouais, non. Là, je te dis ça, vraiment, c'est des blagues que je te dis à la volée, mais j'écoutais plein de musiques, tu vois, même que ce soit les musiques de chez moi. Et après, les musiques de chez moi, ils m'ont jamais lâché, je les ai toujours écoutées, tu vois. Donc, on l'a dit, tu as sorti ton premier album. Malheureusement, il y a eu la crise sanitaire. Et puis, tu as été incarcéré suite à une altercation avec la police. Ouais. On va pas s'éterniser sur ça, mais moi, je me demande à quoi on pense dans sa cellule et comment on s'occupe. Bah, déjà, la première pensée que tu as dans ta cellule, c'est qu'est-ce que je fous là, frère? Tu sais, t'as eu, on va dire que je suis dans une position où je me dis, en toute honnêteté, j'aurais pu être ici il y a bien longtemps. Dans une position où peut-être je l'aurais mieux vécu parce que j'avais... Allez, on va dire j'avais rien à perdre à ce moment-là, tu vois. Aujourd'hui, j'arrive à un moment de ma vie où j'arrive un peu à me trouver, j'arrive un peu à me construire. Et il y a ces choses-là qui retombent. Bon, je me dis, dans un premier temps, faut aller faire, faut aller assumer, tu vois. Mais quand je suis dedans, tu vois, et tous mes frères enfermés te le diront, que t'as des pétages de câbles, t'as les problèmes, t'as des frustrations. Mais à côté de ça, ça donne beaucoup de leçons sur la vie, tu vois. Et moi, aujourd'hui, ça m'a donné une leçon, c'est de ne pas oublier comment j'ai souffert à ce moment-là, tu vois. C'est pour ça que même quand je fais des choses à ce moment, que j'ai envie de les faire par sentiment ou autre, j'oublie jamais qu'à ce moment-là, j'ai souffert. Donc ça me donne une certaine justesse dans mes choix et dans ce que je veux faire aujourd'hui. Tu vois, je suis sorti en disant une phrase, l'humilité précède la gloire, c'est vraiment ce que j'ai retenu de la prison, tu vois. C'est que des fois, il faut savoir s'humilier pour bénéficier d'une certaine gloire, mais un peu plus tard, tu vois. C'est exactement ça, tu vois. Et est-ce que ça t'a permis justement de réfléchir un peu à ta conception musicale ou pas? Ça m'a permis aussi, ouais, de me concentrer sur ma conception musicale, mais ça, c'est plus au naturel, tu vois, parce qu'en fait, je passais mes journées enfermées, donc logiquement, quand j'ai un petit temps, je vais pas gratter, parce que moi, j'écris pas, mais je vais faire des mélodies, je vais trouver des sons. Le premier son que j'ai sorti, Tiens ton pantalon,
c'est typiquement des mélos que je faisais en prison, tu vois. Et un jour, je suis arrivé au studio, je l'ai fait, c'est passé, on a fait ça, tu vois. Et donc, en plus de ça, il y a ton label qui t'a soutenu. J'imagine que toi, ça t'a fait plaisir. Ouais, ça m'a fait plaisir. Après, avant de rentrer en prison, on s'était déjà checké, tu vois. Moi, je savais que j'y allais. Ça veut dire que je suis pas allé là-bas du jour au lendemain. Je me suis rendu et tout. Donc, je savais que ça allait se passer comme ça. Mais après, comme c'est plus facile à dire qu'à faire, c'est pas tout le monde qui tient sa parole. Et ouais, ça fait plaisir. Et c'est marrant parce que même pendant cette période-là, tu étais quand même présent. On t'a retrouvé sur les albums de Louvrezval, Capote, Goleman, Lefa, HP. Comment on reste présent comme ça? Comment on reste présent? On reste présent surtout parce que, ouais, déjà d'une part, je remercie tous ceux qui m'ont invité à ce moment-là, tu vois. Tous ceux qui m'ont invité et on reste présent justement quand les gens t'invitent, quand tu fais du bon travail, quand tu taffes bien et quand surtout tu prépares le terrain. Comme je t'ai dit juste avant, je savais que j'y allais, donc j'ai préparé le terrain. J'ai fait un maximum de projets extérieurs et me voilà aujourd'hui. Et donc, pour ton retour, tu parlais du single Tiens ton pantalon, où tu as un peu élaboré la top line dans ta cellule. Et avant ça, on a même eu le droit à une publicité pour un tout nouveau pantalon. Tu ne trouves jamais ta taille de pantalon? Trop large. Trop court. Trop serré peut-être. J'ai le pantalon qu'il te faut. C'est moelleux, c'est doux, c'est confortable. C'est confortable. Pantalon. Ouais, pour un tout nouveau pantalon. Qui a eu cette idée? Ça, c'est un peu une idée de Nigel, ça. C'est une idée de Nigel. Nigel, c'est mon chef de projet. Il a eu cette idée-là parce qu'il savait que j'étais venu dans un délire où je voulais un peu professionnaliser d'autant plus mon image. Il m'a proposé ça. Je lui ai dit c'est une idée carrée. Il m'a envoyé de base. On partait sur autre chose, mais après on s'est remis sur ça et voilà. Et justement, on va regarder tout de suite le clip de Tiens ton pantalon. C'est que tu sais que je fais du son, mais ça va de soi, je passe au-dessus, chemise en soie, le prix est cher, pas le temps de retirer en pleine action. Elle a un mauvais comportement, elle veut pindi kindi dans l'appartement, me dit qu'elle refuserait un pardonnant. Elle a un mauvais comportement, elle veut pindi kindi dans l'appartement, me dit qu'elle refuserait un pardonnant. Tiens ton pantalon, tiens ton pantalon, Touche pas. Est-ce que quand on part comme ça, on a peur que le public ne suive pas après? Quand on part comme ça, on a peur que le public ne suive pas. Non, peur après, peur, ce serait un grand mot. On a une appréhension. Ce que je veux dire, tu as une appréhension. C'est tout à fait normal, c'est tout à fait logique. Tu sais que même moi, quand je suis au studio, j'ai mes moments de doute. Mais c'est un doute positif. C'est pas tu doutes de toi, tu doutes pas de tes capacités. Tu doutes des circonstances. Tu vois ce que je veux dire, de ce qui va se passer, tu vois. Mais en vrai, au final, non, je me suis toujours dit un truc, c'est que si je pensais à ça, justement, j'allais me miner le cerveau plus qu'autre chose. Donc je me concentrais plus sur ce que j'avais à faire, sur les travaux que j'avais à faire en moi-même déjà, pour plus me retrouver dans ces situations-là. Et sinon, non. À part l'appréhension, non, pas de peur, pas de... Et en tout cas, au final, j'ai l'impression que le public il a été réceptif. Et dans le clip, on te voit en chauffeur, en coach sportif. Ouais. Ce sera quoi le prochain Chili? Le prochain Chili? Je sais pas, peut-être sur la Lune, Inch'Allah, on sait jamais. Et j'ai été un peu déçu en regardant le clip, parce que j'ai pas vu de levée de jambes. Pas vu de levée de jambes? Bah, parce que, ouais, justement, je voulais me détacher un peu de... C'est vraiment volontaire, parce que ce geste, il m'est propre, hein, ça y est. Je pense que les gens, ils savent. Et je le garderai toujours, mais j'ai voulu décentraliser la chose sur ce geste-là, tu vois. Que les gens, ils t'associent pas que à ça, genre. Voilà, tu vois ce que je veux dire. C'est vraiment, ça, je le dis sans honte, sans pudeur, c'est vraiment un choix personnel, tu vois. Je le referai, je continuerai à le refaire, mais avec modération. Et dans le son, tu parles de Pindi Kindi. Dans le précédent album, tu parlais de Mungu. Est-ce qu'il y a d'autres termes pour définir ça? Pour définir ça, je pense que non. Après, t'as vu, même quand je dis elle veut Pindi Kindi, c'est pas forcément un mot qui existe. Et même moi, quand je le sors de ma bouche, mais c'est, tu vois, dans le rythme, tu comprends ce que ça veut dire. Je pense qu'on a tous nos mots pour notre subtilité pour parler de ces choses-là. Et je pense que c'est important pour pas agresser l'auditeur, ou que ce soit les paroles, que ce soit tout, tu vois. On grandit, tu sais, je réfléchissais pas, j'ai pas la même cogite que quand j'avais 19 ans. C'est-à-dire qu'il y a certains mots que je fais attention de les adapter ou quoi. Et ce morceau, c'est que le début de ce qui annonce la suite.
Au mois de mai, on entend des rumeurs sur un certain transfert. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Ouais, tu connais, j'étais avec mon gars et le Théo, là, tu connais, beaucoup ensemble et tout. On se parle beaucoup et tout, et il m'a dit, ouais, tu veux pas signer au Barça? Moi, je suis au Barça en ce moment. Je lui ai dit, non, moi, c'est Van Bommel, toujours là, c'est Milan, mais on peut se voir, tu connais. Les journalistes, ils en ont fait tout un pataquès, et au final, on a sorti un son. T'as capté? Mais en vrai, la conception de tout ça, c'est juste histoire de s'ouvrir un peu l'esprit, tu vois, de rajouter une part d'autodérision dans le travail sérieux qu'on fait tous les jours, tu vois. Mais justement, on va écouter la collaboration avec Leto. Je sais qu'elle aime. Bad boy comme Puff Daddy, à la maison de frigo n'est plus vite. Paris banlieue, gosse de dehors, sur le bitume, Christian Dior. Ça revend, ça fournit, tu vois pas les fours. Que de la monnaie cache, doigt sur la gâchette, ah oui. Toujours en mouvement. Mon bébé bout à la maison, elle veut des câlins tout le temps. Faut du cash tout le temps. Elle veut me foutre dedans, me rentrer dans les ennuis. Baby, je peux changer ta vie. Que de la monnaie cache, doigt sur la gâchette, ah oui. Baby, je peux changer ta vie. Que de la monnaie cache, doigt sur la gâchette. Vous avez été tourné où? On a été tourné à Marbella. Et toi, c'est quelle partie du métier que tu préfères? C'est le clip, studio, la scène ou la promo? Je préfère, même si c'est cardio de ouf, je préfère le studio. Les journées clips, je les déteste. Et tu m'as dit quoi en troisième, s'il te plaît? Il y avait la scène et la promo. Et aussi. la scène, c'est toujours un kiff, tu vois. La scène, c'est toujours un kiff. La scène, c'est toujours un kiff, mais c'est beaucoup de pression. Les journées clips, elles sont assez usantes, tu vois. Mais le résultat, tu kiffes quand t'as le résultat. Et le studio, c'est là où, tu vois, comme je t'ai dit tout à l'heure, les moments de doute, les moments de je fais ci, je fais ça. Et après, à la fin, t'as le résultat. Et après, à la fin, tu te dis, putain, ça, c'est Van Bommel. T'as capté? C'est pour ça que je préfère le studio. C'est le challenge, en fait. Bah justement, Van Bommel, on va en parler, c'est le projet qui arrive. Est-ce que tu peux expliquer à nos internautes qui c'est? Van Bommel, c'est un joueur qui a joué et qui a fait ses plus belles années dans les années 2000. C'est un joueur doté d'une frappe monstre. Et un joueur surtout doté d'un vice monstre aussi. C'est un joueur qui fait beaucoup de fautes dans un match, mais qui prend très peu de cartons rouges. Voilà pourquoi j'ai pris ce blaze et que j'en ai fait le mien. Parce que Van Bommel, pour moi, c'est une légende du football. C'est un peu comme les Michael Ballack. C'est un peu des légendes oubliées, un peu, tu vois. Comme des Michael Ballack, des Philippe Lam, des joueurs comme ça, je sais pas, je peux t'en citer plein, Juninho, Pernambucano, des joueurs qui ont marqué l'histoire du football avant tout en faisant du spectacle, parce que c'est ça qu'on aime, tu vois, dans le football. C'est des joueurs de spectacle, tu vois. Et ouais, comme Antonio Cassano, tu vois, il y a plein de joueurs, des stars, des légendes oubliées que j'aime beaucoup, tu vois. Du coup, la question, c'est Van Bommel ou Pernambucano? Pernambucano, Marco Van Bommel. Un mélange des deux. Voilà. Du coup, nous, on doit t'appeler comment? La pépite, le génie, le prodige, Van Bommel? Moi, tu m'appelles comme tu veux, peu importe. Tu préfères quoi, toi? Moi? Après, moi, ça dépend. Moi, je suis un mec, je rigole tout le temps pour rien. Tu vas m'appeler la pépite, je vais rigoler. Je vais dire, ah ouais, t'as un bon. Tu vas m'appeler Van Bommel, je vais dire, ah ouais, t'as ouf. Mais après, ça dépend des situations. Mais en vrai, en ce moment, je suis plus dans le Van Bommel. Quand tu m'appelles Van Bommel, je te regarde avec un regard complice et je te dis, non, toi, t'as compris. Vous savez quoi faire pour appeler Chili, donc. Toi, on sait que t'as fait pas mal de foot. Malheureusement, t'as eu une blessure. Ouais. Tu pouvais plus marcher carrément. Ouais. Qu'est-ce qu'on se dit à ce moment-là? Qu'est-ce qu'on se dit? Bah, surtout que la blessure, je me la suis pas fait au foot, en fait, tu vois. J'ai sauté un escalier, j'ai voulu faire un peu le foufou, tu vois. À ce moment-là, je me dis, vas-y, tranquille, je vais revenir, c'est pas grave. Mais en fait, c'est la rechute qui fait le plus mal, je pense, tu vois. Parce qu'au moment de la rechute, je suis en train de reprendre le foot et tout. Je suis avec un entraîneur. Tu sais, moi, il faut savoir, j'étais un joueur avec un comportement assez particulier. Beaucoup turbulent, j'étais beaucoup turbulent à l'école, j'avais beaucoup de problèmes de comportement, que ce soit au foot et à l'école. Et cette année-là, j'étais tombé sur un entraîneur qui m'aimait bien, tu vois. Et moi, j'avais besoin de ça. Je suis le genre de joueur qui avait besoin d'un entraîneur qui l'aime bien. Ça veut dire que j'avais un entraîneur qui m'aimait bien, qui me faisait confiance et qui me laissait jouer. Et je sentais vraiment que j'allais m'épanouir dans ce délire et j'étais vraiment déterminé au foot. Donc ça veut dire que quand j'ai rechuté et tout, c'est là que je fumais déjà, t'as vu, j'étais jeune, je fumais déjà, mais je fumais pas autant que... T'as vu, c'est la dépression et tout. C'est des moments vraiment où tu te sens seul et tout. T'as vu, je suis chez moi, je suis chez ma mère et tout. Je me sens seul, j'ai rien à faire. Tu descends, tu bédaves, tu descends, tu commences à boire un peu. C'était vraiment un des moments de ma vie qui m'a le plus marqué. Tu vois, ma deuxième blessure, c'est... Je me dis, ça y est, c'est la fin de quelque chose. Tu vois, tu réalises, c'est comme une rupture amoureuse, tu vois ce que je veux dire ou pas? Pour moi, ça a pris le même poids, tu vois.
ça a pris le même poids et ça a créé vraiment un tournant dans ma vie parce que j'ai vraiment... Chari est vraiment devenu Chili à ce moment-là, tu vois. Parce que beaucoup de peine, beaucoup d'efforts qui, pour toi, partent à la poubelle. Il faut savoir que moi, j'étais vraiment quelqu'un de très déterminé. J'aimais beaucoup le football, tu vois. Et c'est vraiment une déception amoureuse, quelque part, tu vois. C'est exactement ça. On parlait des mauvais moments, justement, mais il y en a aussi des bons. C'est quoi tes meilleurs souvenirs de foot? Mes meilleurs souvenirs de foot, bah, tu vois, moi, mon père, il est venu me voir que 2 fois au foot. Et les 2 fois qu'il est venu me voir, j'ai marqué. Et j'ai pas marqué des buts moindres, tu vois ce que je veux dire? Donc, ouais, mes meilleurs souvenirs, c'est quand mon père est venu me voir. Et quand j'ai fait une VMA devant mon père et que j'ai gagné. Il y a 2 rappeurs que tu connais très bien qui ont aussi fait beaucoup de foot. Le premier, c'est Chacola. Comment vous vous êtes rencontrés? Moi et Chacola, là, j'étais parti accompagner HP devant son Skyrock. Et carrément, c'est même pas moi qui l'a reconnu, c'est lui qui m'a reconnu, alors que c'est lui qui était connu à cette époque. Et ouais, non, il m'a fait un gros câlin ce jour-là, et même moi, j'étais surpris et tout, et ça m'a fait énormément de plaisir, tu vois. Comme je t'ai dit, c'était à ce moment-là, c'était des gens que je voyais que je voyais sur YouTube et tout. Pour moi, ce monde-là, il était loin encore, tu vois. Donc ouais, il m'a donné plein de messages d'encouragement, et depuis ce jour-là, on parle beaucoup et on s'est vu, on a fait plusieurs séances studio ensemble, et depuis, c'est un frérot, ça bouge pas. Sont des tout filtrés parano, je me demande où sont mes amis, où est ma famille, où sont mes amis. Un petit peu, juste un petit peu, un petit peu, juste un petit peu, un petit peu, juste un petit peu, un petit peu, juste un petit peu. Et du coup, le deuxième rappeur, c'est Guy de Besbar. Ouais. Vous avez sorti un morceau ensemble en 2019. Ouais. Entre-temps, il a fait sa remontada. Toi, tu as décidé de l'inviter sur ton projet en retour. Toi et lui, ça date pas d'hier, en fait. Bah non, Guy de Besbar, c'est les premiers messages de soutien sur Instagram, c'est les premiers conseils. C'est un mec qui m'a dédicacé sur un son à lui en 2017, tu vois. Personne ne me connaissait. Mais parce que... Je sais pas, même moi, je ne saurais pas te l'expliquer, mais il m'a fait une case dédiée. Moi, je suis au fond de mon check, j'entends ça. Grave plaisir, grave touché. Et comme moi, et comme je te dis, c'est les premiers messages de soutien depuis ce jour-là, c'est un frérot, ça bouge pas. Il y a un morceau sur le projet qui s'appelle Paris. Dedans, tu parles un peu de ton amour pour la capitale. Mais toi, tu viens de Chevilly-la-Rue, tu as grandi à Évry. Tu préfères Paname ou le 9-4? Bah après, comme je t'ai dit, le 9-4 Chevilly-la-Rue, c'est ma zone. Je préfère... Dire je préfère être chez moi, c'est-à-dire à Chevilly-la-Rue dans mon 9-4, tu vois. Parce que quoi qu'il en soit, quoi qu'on en dise, là, peu importe où j'irai, je sais que je retomberai toujours un jour au moins dans l'année là-bas, tu vois. Mais après, Paris, c'est une partie de ma vie, c'est plus mon adolescence, les déboires. Je raconte un peu ces déboires, mais d'une manière un peu plus positive. Et je me dis qu'en fait, quelque part, ces erreurs, ils ont eu leur correction, c'est-à-dire que les erreurs que j'ai faites m'ont donné de l'expérience, tu vois. C'est pour ça que je parle de Paris, parce que Paris, moi, dans mon adolescence, ça a été la cause de plein d'erreurs que j'ai faites. Mais au final, ça m'a ramené beaucoup d'expérience, et aujourd'hui, c'est des erreurs que je pense que je referai plus, tu vois. Et j'ai remarqué un truc, c'est qu'à part Hamza, sur tes 2 projets, on n'a que des Congolais. Comment ça se fait? Franchement, j'ai pas fait exprès. J'ai pas fait exprès, j'ai pris des artistes... Naza, c'est un artiste que j'aime beaucoup ce qu'il fait. Koba, il est matrixé, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Donc j'ai pris que des artistes que, t'as vu, j'aimais beaucoup ce qu'ils font. Donc je peux pas te dire, j'ai pas fait exprès, c'est comme ça, frérot. Ça montre juste que vous êtes partout dans le rap. Ça montre juste qu'on est partout et qu'on envahit tout, au final. Après, tu vois, il y a plein d'albums où il y a, je pense, où il y a que cette... Il y a plein d'albums où il y a beaucoup de Congolais, tu vois. Donc ça veut dire qu'on est là en ce moment. Et au début de ce morceau, on entend le tag d'un beatmaker qu'on retrouve plusieurs fois sur le projet. Ouais. Je voulais savoir, c'est qui? Le beatmaker, je crois, c'est MOC, c'est Davy One et son équipe. C'est des beatmakers avec qui j'ai bossé en sortant. Et ma grande surprise, on s'est beaucoup entendu. Moi, il faut savoir que de base, dans mon premier album, j'aimais pas trop bosser avec uniquement un beatmaker, tu vois. Mais avec eux, on a bossé presque tout l'album ensemble. À chaque séance studio, ils répondaient présent, ils me proposaient des nouveaux trucs. Donc non, le feeling, il s'est fait vraiment tout naturellement, sans qu'on en parle, sans que... Franchement, même moi, je sais même pas comment te l'expliquer, mais ouais, fort. Du coup, on les retrouve à la prod de plusieurs morceaux sur le projet. Et on le rappelle, Van Bommel, ça sort le 8 juillet. Ouais. Ça sera disponible partout.
très mystique. Merci beaucoup, Chili. Merci beaucoup à toi. Check, tu connais. Fort, mon frère. Ça fait plaisir, c'est carré.